Les amis, salut à tous, c'est Nassim. Avouez-le, on est tous coupables d'avoir cédé un jour ou l'autre à un bon gros cheat meal, un bon burger, une bonne pizza, après une semaine de sèche extrême. Ça, c'est sûr et certain, arrêtez de mentir. Non, c'est faux. Et bien justement, ça fait pas que du bien au corps. Donc moi, je vous recommande d'arrêter. Et aujourd'hui, on va parler des hormones de la faim et de voir leur rôle dans la régulation de la prise de poids ou de la perte de poids. Et bien sûr, on fera un petit lien avec les cheat meals. Les hormones, c'est des substances naturelles qui agissent comme des messagers chimiques entre les différentes parties du corps. Vous le savez sûrement déjà, les hormones contrôlent pas mal de fonctions comme la faim, le sommeil, l'humeur, la digestion, le métabolisme, etc. Et du coup, aujourd'hui, on va parler plus précisément de la leptine et de la gréline, qui sont appelées respectivement l'hormone coupe-faim et l'hormone de la faim. Si vous êtes un sportif, vous devez maintenant connaître un peu l'envers du décor. Ça vous permettra d'avoir une meilleure connaissance des mécanismes de votre corps et du coup, vous serez à même de prendre de meilleures décisions. Chaque hormone interagit avec un type de cellule composée d'une protéine réceptrice. Là, je vous apprends rien en vous disant que si vos hormones ne sont pas à des taux normaux, c'est tout votre corps qui peut être déréglé. C'est exactement pour ça qu'il est important d'avoir conscience de son propre corps, du rôle de chaque hormone et surtout des facteurs qui influencent leur fonctionnement et qui du coup impactent certains mécanismes. La gréline a été découverte en 1999. C'est ce qu'on appelle un orexigène, c'est-à-dire un stimulateur d'appétit. C'est l'hormone de la faim. C'est elle qui déclenche la sensation de faim. La gréline est produite principalement dans la partie haute de l'estomac et en plus petite quantité dans le cerveau, le pancréas et l'intestin grêle. La gréline a souvent le mauvais rôle parce qu'elle est directement associée à la prise de poids, étant donné que c'est l'hormone qui déclenche la sensation de faim. Du coup, lorsque l'estomac est vide, la gréline est libérée. Elle va ensuite passer dans le sang pour remonter jusqu'à la région de l'hypothalamus où les neurones vont être stimulés pour du coup signaler la faim. Faut pas voir les sécrétions de gréline comme problématiques. Faut pas oublier que sans elle, on serait probablement mort. D'ailleurs, ça me rappelle un article que j'avais lu qui expliquait un test en labo qui avait été fait sur des souris. Les souris qui avaient des niveaux très bas de gréline ont cessé de s'alimenter et sont mortes de faim. Dites-vous bien que la gréline, c'est une hormone comme une autre. Après, le truc, c'est que lorsqu'on est en déficit calorique et qu'on perd du poids, les niveaux de gréline augmentent et augmentent parfois de manière conséquente. C'est ce qui explique pourquoi il devient difficile de tenir une diète sur le long terme et que beaucoup finissent par reprendre le poids qu'ils avaient perdu pendant leur déficit calorique, voire même parfois plus. C'est dans ces moments-là qu'on doit apprendre à gérer la sensation de faim et c'est là que ça devient intéressant de connaître le fonctionnement de ces hormones. Généralement, les taux de gréline sont plus bas chez les personnes qui souffrent d'obésité par rapport aux personnes plus minces. Vous le savez sûrement, il existe plusieurs techniques médicales pour traiter l'obésité, comme le bypass ou la sleeve. Étant donné que la gréline est produite dans l'estomac, on pourrait penser qu'en réduisant la taille de l'estomac, la production de gréline chuterait et induirait forcément une perte de poids. Tout ça, ça paraît logique. Quand on fait une sleeve, c'est la partie haute de l'estomac qui est totalement enlevée et les études ont montré que ça engendre une perte d'appétit et donc une perte de poids. Pourtant, c'est pas l'avis d'une méta-analyse de 2013 qui rapporte que 12 études ont trouvé une augmentation des taux de gréline dans le sang et 8 n'ont trouvé aucune variation de ces taux. Bon, il y en a quand même 10 qui ont remarqué une chute de la gréline, ça mérite qu'on regarde un peu plus près. Les chercheurs justifient ces écarts de mesure par des techniques un petit peu différentes et puis des mesures qui ont été faites à des moments différents de la journée. Finalement, les chercheurs ont conclu que les différences et le manque de précision des études ne permettaient pas d'affirmer que réduire la taille de l'estomac pouvait faire baisser les niveaux de gréline, mais que c'était fort probable. Dans tous les cas, nous, ça nous permet de voir que la gréline joue un rôle déterminant chez les personnes en surpoids. Et d'ailleurs, est-ce que ça fonctionne de la même manière dans le cas opposé? Pour l'anorexie, par exemple, les niveaux de gréline sont très élevés en permanence. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils retournent à la normale une fois que les patients retrouvent un poids sain. Et si on prend un peu de recul, la gréline n'agit pas que sur la sensation de faim. Elle a aussi un rôle important dans la régulation de l'insuline. En fait, ça fonctionne un peu dans les deux sens. Quand les niveaux d'insuline sont hauts, il n'y a pas de production de gréline. Et la gréline, elle, régule la sécrétion d'insuline qui est induite par le glucose pour éviter qu'elle ne soit trop haute. Donc les deux marchent vraiment ensemble. En plus de ça, la gréline aide à la libération d'hormones de croissance qui aident notamment à maintenir, voire même à augmenter la masse musculaire. En plus de ça, il existe plusieurs formes de gréline. Sans trop rentrer dans les détails, il y a des formes acylées et non acylées. Une des formes de gréline ne stimule pas la sensation de faim, mais assure un rôle protecteur de la masse musculaire. Donc vous voyez, pas de quoi avoir peur de la gréline. Une équipe de chercheurs d'une université italienne a isolé cette forme de gréline pour l'injecter à des souris vieillissantes, qui étaient en plus de ça victimes de sarcopénie. Alors la sarcopénie, je vous rappelle que c'est la dégénérescence des tissus musculaires à cause de l'âge. Ils se sont rendus compte que les souris avaient retrouvé de meilleures performances physiques et un meilleur métabolisme. Une étude a rassemblé 43 enfants âgés de 6 à 12 ans souffrant de troubles de l'anxiété et 21 enfants sans troubles particuliers. Les taux de leptine et de gréline ont été mesurés par prise de sang et les résultats montrent que les taux de gréline les plus élevés étaient chez le groupe d'enfants anxieux. Mais aucune différence significative n'a été remarquée pour la leptine. Vous vous en doutez, chaque personne a une sensibilité plus ou moins différente à la gréline. Certains y sont très sensibles, comme les personnes souffrant d'obésité, et concrètement, ça veut dire que même après avoir mangé, la suppression de l'appétit n'est pas totale. Tandis que chez des personnes souffrant d'anorexie, on a souvent une insensibilité psychologique à la gréline. J'ai pris les deux extrêmes, mais c'est pour que vous compreniez un peu mieux. Si ces hormones influencent le comportement, est-ce qu'elles ont un lien avec les TCA, troubles du comportement alimentaire? C'est ce qu'une étude française a essayé de démontrer en étudiant la concentration
des niveaux de gréline et son influence sur le comportement de femmes souffrant d'obésité. 85 femmes âgées de 20 à 55 ans ont été divisées en 3 groupes. 55 d'entre elles souffraient d'obésité. Elles ont donc été réparties en 2 groupes, bas taux de gréline, haut taux de gréline. Et le 3e groupe était constitué de 29 femmes sans problème de poids. Les 3 groupes ont ensuite été comparés sur le plan comportement à l'aide de l'inventaire des TCA, l'échelle d'anxiété et une échelle analogique pour évaluer la faim de chaque individu. Pour aller plus loin, les paramètres métaboliques ont aussi été comparés entre les groupes. Finalement, cette étude met juste en évidence le lien potentiel entre développement des TCA chez les femmes obèses et le taux plasmatique de gréline, indépendamment de l'anxiété et de la dépression. Ça reste une piste à creuser, mais franchement intéressant. Par contre, de hauts niveaux de gréline peuvent diminuer les niveaux de sérotonine. Et on sait aujourd'hui que de bas niveaux de sérotonine sont associés à des risques plus importants d'anxiété et de dépression. Encore une fois, tout est lié. Et si on pousse encore un peu plus loin la réflexion, on sait qu'en fonction des individus, l'une des conséquences de l'anxiété et de la dépression peut être la prise de poids. Et en plus de ça, la sérotonine déclenche la production de mélatonine. Donc si les niveaux de gréline sont élevés et qu'ils diminuent ceux de la sérotonine, c'est tout votre bien-être qui est impacté, dont le sommeil. On rentre dans un cercle vicieux et c'est très difficile d'en sortir. Ok, passons à la leptine. Dans le monde du fitness, généralement la leptine est bien plus connue que la gréline. La leptine vient du grec lepto qui signifie mince. C'est une hormone produite par les cellules graisseuses. Son rôle est de gérer l'appétit en envoyant un message de satiété au cerveau. Dans les années 90, on croyait que le tissu adipeux n'avait aucun rôle endocrinien. En gros, on pensait qu'il n'était pas actif métaboliquement. Maintenant, on sait que c'est faux puisque ce tissu adipeux est responsable de la leptine, ou plutôt de la sécrétion de leptine. La leptine agit sur la régulation de l'appétit, la thermogénèse, la dépense énergétique et l'homéostasie du métabolisme glucose-lipide. Donc on est sur du très sérieux. Les niveaux de leptine sont directement associés à votre taux de masse grasse, étant donné qu'elle est produite par les cellules adipeuses. Et vu que la nature est bien faite, quand on est en surpoids, le taux de leptine augmente, ce qui réduit par conséquent notre appétit. Et comme on l'a vu tout à l'heure, les niveaux de gréline chutent quand on est en surpoids. Du coup, normalement, dans cette logique, on devrait tous parvenir à maintenir un physique assez normal, au moins un physique bon pour la santé. Mais le problème, c'est que chez certains individus, l'organisme devient insensible à la leptine et ça provoque des difficultés à supprimer la sensation de faim et même des difficultés à améliorer la dépense énergétique. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on appelle la résistance à la leptine, un peu comme la résistance à l'insuline. Mais bonne nouvelle, la sensibilité à la leptine peut être améliorée par une bonne alimentation, un bon sommeil, une activité physique régulière, etc. On en revient toujours au même. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Maintenant, on va se concentrer sur le mythe du cheat meal, qui promet de faire augmenter vos niveaux de leptine et d'augmenter votre métabolisme par je ne sais quel tour de magie. Quand j'ai commencé la muscu, beaucoup de sites du genre bodybuilding.com, pour ceux qui connaissent, recommandaient le cheat meal pour relancer le métabolisme et réaugmenter les niveaux de leptine. Mais le truc, c'est que la plupart de ces sites ne donnent pas d'indication particulière. Et quand on regarde les choses d'un peu plus près, on se rend compte que c'est forcément un peu plus compliqué que ça. Dans le cadre d'une étude datant de l'année 2000, 10 femmes ont été étudiées sur 3 jours de surconsommation de glucides. Pour chaque test, le métabolisme de base et la dépense énergétique totale sur 24 heures ont été calculés. Le lendemain du dernier jour de surconsommation de glucides, la leptine avait augmenté de 28% et la dépense énergétique totale de 7%. Des résultats qui sont pas négligeables. Bon, on peut quand même critiquer un peu ces résultats parce que dans cette étude, on savait pas si les sujets étaient en surplus calorique. Être en surconsommation de glucides ne veut pas forcément dire que vous êtes en surplus calorique. Peut-être que c'était au détriment d'un autre macronutriment. Et l'augmentation de la dépense énergétique est peut-être due à la hausse de la leptine parce qu'on sait qu'elle joue un rôle dans la thermogénèse des aliments. Donc c'est un peu à nuancer, mais mine de rien, c'est des résultats très intéressants. Mais surtout, la même étude a ensuite été faite sur un autre test de 3 jours. Cette fois-ci, c'est les lipides qui étaient surconsommés à la place des glucides et les mêmes mesures ont été réalisées dans le même contexte. À la fin des 3 jours, aucune augmentation ni du niveau de leptine ni de la dépense énergétique totale n'a été observée. Là déjà direct, ça casse le mythe du cheat meal. Et ouais, parce que souvent quand on pense cheat meal, on pense à des trucs bien gras genre pizza, burger, crème glacée et on se rassure en se disant ça va, c'est mon cheat meal, j'ai fait attention toute la semaine et puis ça va rebooster mon métabolisme. Malheureusement, c'est faux. Comme le montre l'étude précédente, en agissant comme ça, on se rend pas forcément service alors qu'à la base on pensait bien faire. Il semblerait que faire des recharges ou des refeeds serait une meilleure stratégie pour la perte de poids parce que ça permettrait de conserver des niveaux de leptine assez intéressants. Donc les recharges pourraient permettre une meilleure adhérence à une diète sur le long terme vu que la leptine serait maintenue pour contrôler les niveaux de satiété. Une autre étude de 1997 a montré qu'une diète faible en lipides et haute en glucides pouvait préserver les taux de leptine et donc réduire l'appétit. La même étude suggère que la chute rapide du taux de leptine après une baisse des apports glucidiques serait due à un mécanisme censé encourager la recharge des stocks de glycogène. Bon, avec tout ça, je peux le dire officiellement, arrêtez les cheat meals. Si vous vous privez toute la semaine mais
qu'ensuite vous y allez comme un sauvage sur les aliments très gras en vous disant que ça va rebooster votre métabolisme, malheureusement vous mettez le doigt dans l'œil. Bon, maintenant que le cheat meal est massacré, on peut parler des recharges. On appelle ça aussi rebond glucidique ou refeed. Dans tous les cas, c'est exactement le même principe. Il s'agit d'une surconsommation de glucides pour maintenir les stocks de glycogène et relancer le niveau de leptine, ou en tout cas conserver de bons niveaux de leptine. L'avantage de cette méthode, c'est que c'est cadré. On fait pas ce qu'on veut. C'est une augmentation maîtrisée et calculée d'un seul macronutriment. Et bien qu'on aimerait pouvoir en faire toutes les semaines, c'est pas forcément nécessaire. Pendant une perte de poids, on sait maintenant avec certitude que les niveaux de gréline augmentent et que les niveaux de leptine chutent. Mais c'est pas tout. On sait aussi que le métabolisme de base a tendance à chuter durant une perte de poids. La consommation de glucides permet de le maintenir à de bons niveaux et d'assurer que les stocks de glycogène soient également à un bon niveau. Un niveau permettant des séances intensives qui au final vous permettront de continuer à progresser. Ok, quelques petits conseils généraux. Si vous voulez intégrer des recharges dans votre diète, assurez-vous dans un premier temps d'avoir besoin d'une recharge glucidique pour éviter de stocker le trop plein de glucides. En général, la plupart des pratiquants ont un taux de masse grasse trop élevé pour s'accorder des recharges. Si vos stocks de glycogène ne sont pas assez bas pour vous accorder une recharge, mais que vous sentez que vous avez faim et que vous êtes à deux doigts de craquer, eh bien faites un break dans votre déficit calorique. Vous remontez quelques jours à votre maintenance calorique et puis dès que vous vous sentez prêt, vous réattaquez le déficit. Ça sera peut-être plus malin de faire juste une recharge. Et si vous êtes pratiquant débutant, je vous déconseille de commencer à manipuler ces paramètres-là parce que vous avez plus de chances de vous embrouiller qu'autre chose. Restez simple dans votre protocole. Un déficit calorique régulier et progressif sera toujours plus intéressant que d'essayer d'intégrer des recharges. Puis bien sûr, faites gaffe au reste de votre mode de vie, le sommeil, l'entraînement, etc. Et puis, si vous n'avez pas envie de compliquer les choses, je vous conseillerais surtout de vous intéresser à l'apport calorique total avant d'essayer d'intégrer ces stratégies qui sont, mine de rien, plutôt réservées aux pratiquants avancés. Conclusion, il n'y a pas de doute là-dessus, les recharges glucidiques sont plus intéressantes que les cheat meals d'un point de vue physiologique. Déjà, étant donné que c'est plus cadré, il est plus difficile de faire n'importe quoi, et on a vu que les taux de leptine dépendent bien plus des glucides que des lipides. Donc c'est plus intéressant de se concentrer sur ce macronutriment-là, surtout lors d'une phase de déficit calorique. Dans des conditions idéales, la gréline devrait toujours chuter après un repas et la leptine au contraire augmenter. A l'inverse, la leptine devrait chuter lorsqu'on arrive sur nos réserves énergétiques et passer le relais à la gréline pour qu'on puisse se nourrir. Mais les taux d'hormones varient en fonction des personnes, ce qui va potentiellement alimenter une prédisposition soit à l'obésité, soit à la maigreur entre guillemets. Mais les taux d'hormones peuvent aussi dicter nos comportements alimentaires et pourquoi pas déboucher sur des TCA comme on l'a vu avec l'une des études précédentes. Ok les amis, vous savez tout sur la leptine, la gréline et les cheat meals. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si jamais vous faites des cheat meals. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les poser et nous on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. À plus.